Bien, bonsoir. Alors, c'est encore un grand plaisir de vous accueillir ce soir dans l'amphithéâtre du Muséum Aquarium pour ce cycle de conférences de biologie ayant pour thème cette année les interactions dans le vivant. Alors, ce soir, un sujet à la mode, les parasites. Alors pour mémoire, je vous ai remis ici le programme de cette année, donc une conférence de bio un mercredi par mois. Donc la première est portée sur le microbiote, la deuxième sur la symbiose, la troisième c'était un peu sur l'évolution, les interactions entre espèces vivantes qui ont façonné les êtres vivants. Ce soir, on va parler des parasites, et puis les deux prochaines seront consacrées, donc l'une à un petit peu la suite de ce soir, la coévolution, c'est comment coévolue un parasite et son hôte. Et la dernière portera sur des interactions, cette fois-ci, entre sexes au sein d'une même espèce. Alors ce soir, donc, les parasites. Alors, il existe différentes sortes d'interactions entre espèces qu'on peut résumer dans ce diagramme entre des effets positifs pour l'une des espèces et des effets positifs ou négatifs pour l'autre espèce. Alors, quand on a des effets positifs pour les deux protagonistes, on parle de mutualisme ou de symbiose. Et quand on a un effet positif pour l'un et négatif pour l'autre, eh bien là, on est dans une relation de parasitisme. Alors, on va détailler un petit peu plus cette relation ce soir. Alors, une bonne partie des informations que je vais vous donner ici sont issues d'ouvrages d'un professeur de parasitologie qui s'appelle Claude Combes. Donc si vous êtes vraiment passionné par ce domaine, je vous renvoie à ces ouvrages qui sont tout à fait accessibles. Alors, quelles espèces sont concernées par le parasitisme ? Eh bien, en fait, tout être vivant peut être l'hôte d'un ou plusieurs parasites. Il n'y a aucune exception. N'importe quel être vivant peut être parasité. Et les parasites, alors tous les êtres vivants ne sont pas des parasites, mais on peut trouver des parasites dans tous les grands groupes d'êtres vivants. On a bien sûr des virus, des bactéries, on peut avoir également des unicellulaires, on peut avoir des champignons qui sont parasites, il existe même des végétaux qui sont parasites. Vous connaissez bien sûr le gui, ou certains d'entre vous connaissent peut-être la cuscute, qui sont des plantes parasites. Et on a également des animaux qui sont parasites. On peut trouver des parasites dans tous les groupes. Il existe même des vertébrés qui sont parasites. Il y a des gastéropodes qui sont parasites, des échinodermes qui sont parasites. Vraiment, on trouve des espèces de parasites dans absolument tous les groupes d'êtres vivants. Alors, qu'est-ce qui se passe entre un hôte et un parasite ? Eh bien, l'hôte va fournir, bien involontairement, à son parasite un habitat. Le parasite va se développer à la surface ou carrément dans l'hôte. Le parasite peut profiter également d'un moyen de transport, dans certains cas. Il va trouver également de l'énergie aux dépens de l'hôte. Donc le parasite va se nourrir aux dépens de l'hôte. Il va puiser ses aliments sur l'hôte, dans l'hôte. Et il va également se reproduire dans l'hôte. Alors ces interactions, en biologie, on qualifie ces interactions d'interactions durables. Parce que c'est quelque chose qui va durer un certain temps. Par opposition à la prédation, quand un organisme va avoir une relation de prédation sur
un autre organisme, c'est une interaction qui est courte, hein, qui ne va pas durer dans le temps. Le parasitisme, lui, hein, c'est une interaction durable. Le parasite n'entraîne pas forcément la mort de l'hôte. Hein, dans la plupart des cas, le parasite n'entraîne pas la mort, mais dans certains cas, ça peut entraîner la mort de l'hôte. Alors, regardons d'un petit peu plus près les relations qui existent entre le parasite et l'hôte. Et on va s'intéresser ce soir plus particulièrement à la rencontre entre le parasite et l'hôte. Pour ce qui se passe ensuite à l'intérieur, hein, pour tout ce qui va se passer pendant l'interaction durable, ça ce sera plutôt le thème de la prochaine conférence. Alors tout ce que je vais vous décrire, c'est le résultat de l'évolution, c'est le résultat de la sélection naturelle. Alors, je vous préviens, souvent je vais vous dire le parasite va faire en sorte d'eux, il va se trouver au bon moment, au bon endroit, etc. Mais bien sûr, il n'y a aucune réflexion derrière, hein. C'est le résultat d'une sélection naturelle. Et cette sélection naturelle va entraîner une véritable course aux armements entre l'hôte et le parasite. Alors, pour qu'un parasite puisse se développer dans son hôte, on peut distinguer deux étapes. On parle de filtres. Alors, la première étape, le premier filtre, c'est la rencontre. Évidemment, pour qu'il puisse y avoir interaction, il faut que le parasite rencontre l'hôte. Le parasite, évidemment, va présenter des caractéristiques, des comportements qui vont augmenter les chances de rencontre. Éventuellement, l'hôte peut avoir des caractéristiques, des comportements qui vont diminuer les chances de rencontre avec un parasite. La deuxième étape, le deuxième filtre, c'est ce qu'on appelle la compatibilité. Ce n'est pas parce que vous rencontrez un parasite que forcément il va vous infecter. On en a des exemples tous les jours en ce moment. Lors de cette étape, eh bien, le parasite va chercher à rentrer dans l'hôte pour survivre, se développer à l'intérieur de l'hôte, tandis que l'hôte, lui, eh bien, évidemment, va mettre tout un tas de moyens en œuvre pour se débarrasser du parasite, pour l'éliminer. Donc ça, c'est la compatibilité. Alors, le parasite, les parasites en général, sont très bien armés pour passer avec succès ces deux étapes, ces deux filtres. Sans rentrer dans les détails, ce sont des choses qu'on va détailler par la suite, mais dans un premier temps, les trois grandes armes extrêmement efficaces et sélectionnées par la sélection naturelle qu'on va trouver chez les parasites, c'est d'une part le temps de génération. Alors un temps de génération qui est en général très court. Une bactérie, ça se divise, quand les conditions sont favorables, environ toutes les 30 minutes. Donc vous imaginez quand vous vous coupez, l'infection, 24 heures après, vous avez donc 48 générations de bactéries qui ont pu se développer. Donc c'est susceptible d'aller très très vite. Autre arme des parasites, c'est qu'ils sont capables de varier très vite. Et en général, ils présentent effectivement des taux de mutation qui sont bien plus importants que chez les espèces non parasites. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été sélectionné par la sélection naturelle. Donc un parasite, il va varier énormément, ce qui fait que l'hôte peut avoir du mal à le reconnaître et à lutter efficacement contre le parasite. Alors ça, ce sont des choses qui vont plutôt agir sur l'étape de compatibilité. La troisième arme des parasites, c'est la fécondité. Les parasites présentent
des taux de reproduction absolument astronomiques. Si on prend par exemple le plasmodium, c'est le parasite unicellulaire qui provoque le paludisme. Eh bien, c'est un parasite qui, chez une personne, est capable d'infecter environ 1/3 des globules rouges. 1/3 des globules rouges, c'est environ 10 000 milliards de cellules. Donc ça veut dire 10 000 milliards de parasites. Sachant qu'en plus, les plasmodiums, peut y en avoir plusieurs par globule rouge. Donc, ça vous montre un petit peu la fécondité énorme d'un parasite. Un ver solitaire, qui est le ver le plus courant que l'on trouve dans l'espèce humaine, c'est capable de produire environ 10 milliards d'œufs. 10 milliards d'œufs qui vont être rejetés avec les excréments de la personne infectée. Ça, c'est chez l'homme. Vous imaginez le ver solitaire de la baleine, qui mesure 40 mètres de long, quelque chose comme ça. Lui, je ne sais pas combien d'œufs il pond, mais ça doit être absolument faramineux. Donc, une énorme fécondité. Et cette énorme fécondité eh bien, va augmenter justement les chances pour ses descendants de rencontrer un hôte. Donc, cette caractéristique des parasites va jouer surtout sur l'étape de la rencontre. Alors ce soir, on va surtout parler de cette étape. Alors, petite illustration de ce qu'on appelle donc ces deux étapes, ces deux filtres en parasitologie. Il faut que, pour qu'un parasite puisse infecter un hôte, il faut que ces deux filtres soient ouverts. Alors, on va prendre l'exemple des schistosomes. Alors, les schistosomes, ce sont des vers plats. Les vers plats, en zoologie, on appelle ça les trématodes. C'est un groupe de vers qui sont tous parasites. Ce sont des spécialistes du parasitisme. Je parlais beaucoup de trématodes ce soir. Et ce sont des parasites de vertébrés. Alors, si vous prenez un parasite et son hôte, si le filtre de la rencontre est fermé, si le filtre de la compatibilité est fermé, eh bien, le parasite n'a aucune chance d'infecter un hôte. Si vous prenez des schistosomes et n'importe quelle espèce d'insectes, des criquets, des lézards, des poissons, des oiseaux, non, pas des poissons, des oiseaux, parce qu'il y a des schistosomes qui peuvent éventuellement parasiter d'autres espèces que les mammifères. Mais si vous prenez des criquets, eh bien, non seulement le parasite ne rencontre pas ce genre d'espèce, mais en plus, il lui est totalement incompatible. Si vous prenez maintenant le cas des schistosomes d'oiseaux et d'hommes, eh bien, nous, on est susceptible de rencontrer des schistosomes qui parasitent les oiseaux. On appelle ça la dermatite du plongeur. C'est-à-dire que quand vous nagez, vous êtes susceptible de rencontrer des parasites, des phases larvaires, des schistosomes qui parasitent les oiseaux. Ça va pénétrer dans la peau, ça peut provoquer une dermatite, des démangeaisons, mais ça n'ira pas plus loin. Parce que l'homme n'est pas compatible avec ce parasite. Donc, on peut les rencontrer, mais par contre, le filtre de la compatibilité est fermé. Donc, même si on les rencontre, ils ne vont pas nous infecter. Par contre, ce sont des parasites qui vont infecter les oiseaux. Si vous prenez maintenant les schistosomes d'hommes et de souris, eh bien là, ils sont compatibles. Mais par contre, il n'y a pas de rencontre. Parce que la souris, ce n'est pas une espèce qui fréquente beaucoup les points d'eau, ce n'est pas une espèce qui va nager, donc elle ne va pas rencontrer les phases larvaires de schistosomes. Par contre, expérimentalement, en laboratoire, on se sert de la souris comme modèle pour étudier ces parasites. Donc expérimentalement, les scientifiques peuvent ouvrir le filtre de la rencontre, c'est-à-dire mettre la souris en contact avec ces parasites, et là, c'est compatible.
Donc là, on a en fait un parasite qui ne rencontre pas son hôte, mais qui lui est compatible. Et puis évidemment, quand le parasite peut rencontrer son hôte et qui lui est compatible, eh bien évidemment, là, bien sûr, il y a infection. Alors cette histoire de filtre est importante à avoir en tête vis-à-vis de la conclusion de tout à l'heure. Alors, un autre aspect au niveau des relations entre hôte et parasite, c'est le cycle de vie d'un parasite. On a dit que le parasite va trouver dans son hôte de la nourriture, qui va se reproduire, mais pour qu'il puisse encore plus se reproduire, il va falloir que l'infection passe à un autre individu. Comment ça se passe ? Eh bien, en général, vous avez un parasite adulte qui va infecter un hôte définitif. Et le parasite va pondre des œufs qui vont donner des stades larvaires. Ça, c'est quand on s'intéresse aux animaux qui sont parasites. Ils passent par une phase larvaire. On a des stades larvaires infestants et qui vont aller infecter un autre individu. Lorsqu'un autre individu est infecté par la larve, eh bien la larve va se transformer en adulte, infecte ce nouvel individu, se reproduit, pond des œufs et ainsi de suite. Les stades larvaires infestants peuvent également passer par un hôte qu'on appelle intermédiaire. C'est-à-dire que la phase larvaire du parasite peut être un parasite pour une autre espèce. Donc à ce moment-là, la larve va se reproduire dans cet hôte intermédiaire qui va fournir, comme d'habitude, l'énergie, le couvert, la couveuse à ce parasite. Ça va produire d'autres stades larvaires infestants qui vont aller infecter l'hôte définitif. Là, on a le parasite adulte qui pond des œufs, on repart sur un cycle avec hôte intermédiaire, etc. Donc on se retrouve avec un cycle avec 2 hôtes. On peut avoir des cycles avec 3 hôtes. Où les œufs vont donner une première phase larvaire parasite qui va parasiter donc un premier hôte intermédiaire. Un autre stade larvaire est produit qui va infecter un deuxième hôte intermédiaire. Nouvelle phase larvaire qui va infecter l'hôte définitif. Donc là, on se retrouve avec des cycles de parasites qui vont impliquer 3 espèces différentes. Je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Et on peut même avoir des cycles avec 4 espèces qui sont parasitées finalement par la même espèce de parasite, mais à des stades de développement différents. Alors on pourrait se dire, mais c'est quand même super compliqué pour le parasite. Pourquoi se compliquer à ce point la vie ? Parce que on imagine que ça peut être compliqué de passer d'un hôte à un autre, mais alors quand il faut passer par une première espèce, puis ensuite passer par une deuxième espèce, pour ensuite arriver à l'hôte définitif, ça doit se produire une fois sur des milliards de fois. Et pourtant, ça marche très très bien. On va voir pourquoi. Alors si je vous montre ces 4 espèces, une grenouille, un petit mollusque d'eau douce, un petit escargot d'eau douce qu'on appelle les planorbes, qui sont tout aplatis, un petit crustacé aquatique, les copépodes, ce sont les petits crustacés planctoniques qu'on trouve en eau douce, et une larve de libellule. Eh bien, qu'est-ce que ces 4 espèces ont en commun ? Eh bien, elles ont en commun le même parasite. Alors, c'est un trématode. Alors, il s'appelle de son petit nom latin Alepigus ovocodatus, peu importe son nom. L'adulte, c'est un ver plat, donc un trématode, qui va parasiter la grenouille. On trouve ça sous la langue des grenouilles qui sont infectées. Et donc, le parasite adulte parasite la grenouille. Ça va donner ensuite une première forme larvaire aquatique
qui va infecter le petit escargot d'eau douce, donc une larve parasite, qui va se reproduire, donc la larve va se reproduire, pour donner une deuxième forme aquatique larvaire, qui va infecter un copépode, qui va ensuite passer dans une larve de libellule, et ensuite, ça va repasser dans la grenouille adulte. Donc là, c'est assez rare, hein, les cycles de parasites avec 4 espèces, mais là, on a un cycle avec 4 espèces. Alors, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de fécondité extrêmement importante. Donc, effectivement, à chaque fois, hein, c'est très, très grosses quantités d'œufs qui sont produits. Là, à nouveau, une très, très grande quantité de larves qui sont reproduites à nouveau, et ainsi de suite. À chaque fois, hein, il y a une espèce de phase d'amplification, hein, du nombre de parasites produits, pour justement augmenter les chances de rencontre avec les stades suivants. Alors quand même, ça fait assez compliqué comme cycle de reproduction. Et on s'est posé la question, mais pourquoi certains cycles sont aussi complexes? Parce que vous pouvez avoir des cycles qui sont assez simples, avec deux hôtes. Pourquoi il existe des cycles avec 3 ou 4 hôtes? Alors, on a comparé des cycles de 2 cestodes. Alors, les cestodes, vous connaissez peut-être un peu mieux, c'est ce qu'on appelle les ténias. Ce sont ces longs vers, hein, qu'on trouve dans le tube digestif des vertébrés. Hein, ce sont les vers solitaires. Voilà à quoi ça ressemble. En général, c'est très, très, très long. Parce qu'en fait, c'est des usines à production d'œufs. Alors, on a comparé 2 cestodes, hein, 2 vers solitaires qui parasitent des poissons. Alors, une espèce ici, c'est Bothriocephalus barbatus, qui parasite un poisson plat, qui est la barbue. Et puis, une espèce très proche, Bothriocephalus gregarius, qui parasite un autre poisson plat, qui est le turbo. Et puis, on a comparé les charges parasitaires et les taux de parasites dans les 2 espèces. Hein, on regarde, on fait des prélèvements de turbo, on regarde combien sont parasités, on regarde à l'intérieur de chaque turbo combien il y a de parasites, et on fait la même chose dans l'autre espèce. Et il se trouve que c'est ce parasite-là qui semble le plus efficace pour infecter son hôte. Alors on pourrait se dire, c'est celui qui a le cycle le plus simple. Non, c'est l'inverse. Celui-ci, il passe par 3 espèces. Celui-ci, il passe par 2 espèces. Et il s'avère en fait que ce cycle de reproduction est plus efficace. Alors pourquoi il est plus efficace? Parce que il fonctionne beaucoup sur les chaînes alimentaires. Effectivement, les parasites, pour passer d'un hôte à l'autre, utilisent énormément les relations alimentaires, les chaînes alimentaires. Donc, le parasite ici se développe, c'est un ver solitaire, il se développe dans l'intestin de notre poisson plat ici, du turbo. Les œufs sont produits et ils vont infecter un petit crustacé planctonique. Crustacé planctonique qui est une proie favorite d'un petit poisson qui est le gobie. Donc évidemment, comme le gobie mange des copépodes, si le copépode est infecté, eh bien le gobie se retrouve infecté. Et le gobie est une proie du turbo. Et ainsi, on comprend que c'est en fait les relations alimentaires qui vont permettre au parasite de boucler son cycle. Et ici, c'est un peu moins efficace parce que le stade larvaire passe par un petit crustacé planctonique, sauf que ce poisson plat mange très peu de copépodes. Ça peut arriver, mais c'est tellement petit pour lui que c'est pas le type de proie qu'il va rechercher. Donc oui, il est susceptible d'en manger, oui, il peut se retrouver infecté, mais beaucoup moins efficacement
que cette espèce. Donc vous voyez ici qu'on voit que ce cycle à 3 espèces, finalement, est plus efficace. Alors attention, ce n'est pas une règle générale. Ça ne veut pas dire que les cycles qui passent par plus d'espèces sont plus efficaces. Vraiment, c'est quelque chose qui va dépendre des espèces. Quelquefois, c'est le cycle les plus courts, les plus simples qui vont être les plus efficaces, mais d'autres fois, ça peut être des cycles qui nous paraissent très complexes, qui vont être au contraire très efficaces. Donc ça, en fait, ici, on a eu un exemple qui montre que la complexité du cycle est en relation avec son efficacité, mais en fait, c'est très, très dépendant des espèces de parasites. Ce n'est pas une règle générale. Ok, on peut passer par les relations alimentaires, mais ça ne suffit pas. Parce qu'un cycle de relations, à un moment, l'hôte adulte, il ne peut pas être mangé par le premier hôte intermédiaire. À un moment, ça ne marche pas, parce que les petits sont mangés par les moyens qui sont mangés par le gros, mais le gros, il ne peut plus être mangé par le petit. Donc, il faut à un moment des moyens de passer efficacement d'un hôte à l'autre. Alors, pour ça, eh bien, les parasites peuvent présenter tout un tas de stratégies. Alors, vous avez tout d'abord les champions de la détection de l'hôte. Alors, vous avez déjà entendu parler de ces bestioles-là, et des parasites qu'elles nous transmettent, parce que vous avez des parasites en plus qui peuvent vous transmettre d'autres parasites. C'est le cas de la tique. Alors, la tique est une espèce, en fait, qui va détecter les mammifères qui passent aux alentours par des petits organes qui sont sur leurs pattes. Ça s'appelle les organes de Haller. Ce sont des organes qui vont détecter l'odeur, la chaleur, le dioxyde de carbone, qui sont émis par les mammifères. Et lorsque tout ça est détecté, eh bien, la tique se laisse tomber, parce qu'en général, elle est sur la végétation, et quand il y a un mammifère qui passe à proximité, eh bien, l'organe de Haller va détecter chimiquement le passage d'un mammifère, et la tique se laisse tomber sur son hôte. Autre exemple, c'est ce genre de bestiole. Alors ça, c'est un parasite. Plus exactement, c'est un parasitoïde. Alors, c'est quoi la différence? Alors, les parasitoïdes, c'est ceux, en fait, qui vont pondre à l'intérieur d'autres espèces. Et c'est les larves qui vont se développer dans l'espèce dans laquelle les œufs ont été pondus. Alors ça, ce sont des hyménoptères, c'est la famille des guêpes, des abeilles, et ça pond dans des chenilles. Et ici, cette espèce, elle pond dans des chenilles qui mangent le bois. Et elle est suffisamment douée pour détecter à travers l'épaisseur du bois les vibrations produites par la chenille. Quand la chenille grignote le bois à l'intérieur, ça fait des vibrations que ces espèces sont capables de détecter. Et à ce moment-là, eh bien, avec cette très longue tarière ici, ça c'est la championne du monde, c'est la grande risse noire, Megarissa. Ça c'est un très long ovipositeur, c'est-à-dire c'est une baguette qu'elle va enfoncer dans le bois pour, à distance, pondre ses œufs dans la chenille qu'elle a détectée. Et les œufs vont se développer à l'intérieur de la chenille. Donc là aussi, des très grandes capacités de détection. Un autre exemple, c'est on connaît des acariens qui sont parasites de drosophiles. Les drosophiles, vous savez, c'est ces toutes petites mouches, les mouches du vinaigre. Les acariens, c'est des toutes petites bestioles microscopiques. Et les acariens détectent les vibrations des ailes des drosophiles en vol. Et quand il y a une drosophile qui passe au-dessus, l'acarien détecte et saute pour s'accrocher sur la drosophile en vol. Donc vous imaginez le numéro d'équilibrisme. Ça représente des sauts de 5 cm. Alors pour nous, ça représenterait un saut de 500 mètres par rapport à la taille de l'acarien. Donc évidemment, détecter des vibrations particulières
ça nécessite évidemment des organes sensoriels extrêmement sophistiqués. Donc, on peut avoir des parasites qui sont des champions de la détection sensorielle. Mais ça, c'est relativement rare. C'est relativement rare parce que quand un parasite va se développer sur l'hôte, voire dans l'hôte, eh bien, en général, il va avoir une anatomie, une morphologie très très modifiée. En général, ce sont des animaux qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas d'organes sensoriels et qui ne se déplacent quasiment pas. Parce que l'adulte se développe à l'intérieur de l'individu. Donc du coup, la quasi-totalité des parasites n'ont pas d'organes sensoriels. Ceux que je vous ai présentés ici, c'est presque des exceptions. Alors comment est-ce qu'ils font ? Eh bien, pour rencontrer l'hôte, il faut se trouver à l'endroit où se trouve l'hôte. Donc ça, ce sont en fait des comportements qui ont été sélectionnés. Les parasites vont se trouver à l'endroit où sont susceptibles de passer les hôtes. Alors un exemple avec encore des trématodes, ces fameux vers plats qui passent par tout un tas de phases larvaires. Ce sont des trématodes qui existent en milieu marin, en Méditerranée. Alors ce sont des trématodes qui se développent au stade larvaire dans des mollusques, dans des bivalves, dans des coquillages. Alors quand on regarde ces mollusques, eh bien les larves parasites se développent dedans et à un moment, les larves vont être éjectées hors du mollusque pour infecter la deuxième espèce. Et chez une espèce de trématode, eh bien, ce que je vous ai représenté ici en vert, c'est la zone de dispersion des larves. On va avoir des larves en fait qui vont rester au fond. Parce que ces larves, eh bien, leur cible, c'est un autre mollusque. Comme les mollusques sont des organismes qu'on trouve au fond de l'eau, eh bien, les larves, elles restent au fond de l'eau. Si on regarde une autre espèce de trématode très proche, eh bien, les larves vont au contraire nager pour aller dans la colonne d'eau, pour aller en pleine eau. Parce que la deuxième espèce intermédiaire, enfin le deuxième hôte, c'est un poisson de pleine eau. Donc là, on a des comportements des larves différents. Chez une espèce, elles vont rester au fond parce qu'elles doivent infecter un mollusque. Chez d'autres, elles vont en pleine eau pour infecter un poisson de pleine eau. Chez une troisième espèce, les larves présentent un troisième type de comportement. Ce sont des larves qui vont aller carrément à la surface. Parce que la cible, c'est un poisson de surface. Il y a un quatrième exemple. Là encore, c'est une espèce très proche, de trématode, qui parasite toujours des mollusques au stade larvaire. Là, on a des larves qui vont aller en surface et qui vont être rejetées par les vagues sur la plage. Parce que la cible de ces larves, eh bien, ce sont des amphipodes, ce sont des petits crustacés. C'est ce qu'on appelle les puces de mer, les thalitres. Vous savez, c'est ces petits crustacés qui sautent par dizaines quand vous soulevez des algues un peu sèches sur la mer, quand vous voyez plein de petites bestioles qui sautent, ce qu'on appelle les puces de sable ou puces de mer, c'est ces fameux amphipodes. Donc, vous voyez que là, on a 4 espèces de parasites qui sont très proches, qui parasitent toutes des mollusques, mais les larves vont présenter des comportements et des capacités de nage différentes pour maximiser leurs chances de rencontre avec la deuxième espèce qu'elles vont parasiter. Autre stratégie qu'on peut trouver chez les parasites, c'est se trouver au bon endroit, mais au bon moment. Alors effectivement, un stade larvaire, ce sont des organismes vivants. Ça ne peut pas vivre très très longtemps. Ça peut être mangé par tout un tas d'autres organismes. Ça peut rentrer en contact avec des organismes
qui ne sont pas compatibles. Donc, même si les parasites vont produire un très grand nombre de descendants, ces descendants, ils ne sont pas produits en continu. Il y a un moment où les larves vont être toutes rejetées en même temps. Et là, on a des phases de rejet de ces larves à des moments qui sont appropriés. Alors, on reprend les schistosomes. Les schistosomes, ça parasite des vertébrés, et là, ça parasite des mammifères. Alors, c'est ce qu'on appelle la bilharziose chez l'homme. C'est provoqué par ces vers-là. Alors, ce petit diagramme ici, alors ce sont des larves le stade larvaire, c'est aussi dans des mollusques qui vivent dans l'eau. Et ensuite, il faut que ça passe dans un mammifère. Alors, les mollusques vont rejeter les larves, et là, c'est le moment où les larves vont sortir du mollusque. Alors ça, c'est 24 heures. La partie à gauche, c'est la nuit. La partie à droite, c'est le jour. Chez cette espèce de schistosome, Schistosoma mannsoni, eh bien, ce gros pic noir ici, ça montre que c'est en milieu de journée que les larves vont être rejetées en pleine eau. Chez cette autre espèce de schistosome, au contraire, les larves sont rejetées plutôt dans la première moitié de la nuit. Et chez cette troisième espèce de schistosome, troisième espèce de parasite, eh bien on s'aperçoit que les larves sont rejetées dans l'eau à l'aurore et au crépuscule. Et quand on regarde les espèces cibles, les espèces de mammifères qui vont être parasités par ces trois espèces, eh bien Schistosoma mannsoni, c'est parasite de l'homme. Effectivement, l'espèce humaine va fréquenter les points d'eau plutôt à la mi-journée. Ici, c'est une espèce qui parasite les chauves-souris. Donc les chauves-souris, évidemment, viennent boire. Les chauves-souris, ça vit la nuit. Elles viennent en général au début de la nuit. Et c'est pile au moment que ces larves sont produites. Et ici, eh bien, c'est une espèce qui parasite les antilopes. Les antilopes, ça vient boire au point d'eau, à l'aurore et au crépuscule. Et ça correspond évidemment au pic de production des phases larvaires. Donc là, on peut mettre en place des stratégies pour lutter contre ces maladies en disant aux gens, si vous allez au point d'eau, favorisez plutôt les débuts de journée, les fins de journée, mais évitez le milieu de journée. Donc, détecter l'autre, se trouver au bon endroit, s'y trouver au bon moment. Et il y en a qui peuvent même manipuler l'hôte pour favoriser le passage dans l'hôte suivant. Alors ça, c'est un mollusque, un bivalve. Alors certains bivalves se reproduisent par des stades larvaires. Ce sont des larves qui vont se développer en pleine eau, et à un moment, ces larves vont se métamorphoser, ça va redonner un petit bivalve, un petit coquillage qui va grandir, devenir mature et se reproduire, etc. Et certaines espèces ont des larves parasites qui vont se développer sur les branchies des poissons. Donc l'adulte n'est pas du tout parasite, c'est un coquillage classique qui se nourrit en filtrant l'eau, mais c'est son stade larvaire qui est parasite. Ça parasite les branchies. Et pour que les larves rencontrent des poissons, eh bien, voyez l'aspect de cette espèce, et voyez ici le bord de son manteau. Le manteau, c'est un peu la peau de ce coquillage, de ce mollusque. Voyez l'aspect que ça a, ça prend la forme d'un leurre, donc d'un petit poisson, pour attirer des plus gros poissons qui, croyant trouver à manger, vont s'approcher de ce leurre, et à ce moment-là, eh bien, le bivalve va éjecter ses larves. Et
le poisson, croyant faire un bon repas, se retrouve avec une bonne charge de parasites sur les branchies. Alors, encore plus fort, ça c'est encore des trématodes, encore des vers plats. Ici, la larve parasite des petits gastéropodes terrestres, ça s'appelle des succinés. Donc voilà l'aspect de ces petits escargots. Et ici, c'est une succinée parasitée. Donc, les stades larvaires se développent dans ce petit gastéropode et les larves vont s'accumuler dans les antennes. Vous voyez l'aspect que ça prend, un aspect rayé, gonflé, très visible, ça se tortille et ça ressemble à des chenilles. Parce que le parasite définitif, c'est un oiseau. Donc, l'oiseau, croyant manger des chenilles, va manger des succinés parasités et se retrouve avec des parasites. Donc là, clairement, on a la phase larvaire qui va complètement manipuler l'hôte intermédiaire pour augmenter ses chances de se faire manger par l'hôte définitif. Alors il y a plein d'exemples comme ça, je vous en donne quelques autres. Alors ça, ce sont des vers aussi assez courants. 3 hôtes, un mollusque aquatique, un poisson, et l'hôte définitif, c'est un oiseau. Bon, entre mollusque et poisson, bon, on a vu tout à l'heure, on peut se débrouiller pour passer de l'un à l'autre. Par contre, passer du poisson à l'oiseau, là, c'est la chaîne alimentaire. Et comment est-ce que fait le parasite ? Eh bien, lorsque le parasite se développe dans le poisson, il va rentrer par la peau, et il va se développer dans l'œil. Alors, parce que l'œil est un endroit très peu immunogène, c'est-à-dire où le système immunitaire n'agit quasiment pas. Malheureusement, nous aussi, on a un parasite comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la cécité des rivières en Afrique tropicale. C'est un parasite qui se développe dans le globe oculaire et donc les gens deviennent aveugles. Donc là, c'est le même principe. Vous avez le parasite qui va se développer dans l'œil. Le poisson n'y voit plus grand-chose. Il va se rapprocher de la surface. Il ne voit pas les prédateurs qui arrivent. Et donc, il a plus de chances de se faire manger par l'oiseau. Et donc, le parasite a en quelque sorte réussi son coup, a réussi à passer dans l'hôte définitif qui est l'oiseau. Les œufs seront rejetés par les excréments, vont tomber dans l'eau et ainsi de suite. Un dernier exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça de favorisation du cycle du parasite par des manipulations de l'hôte. Un dernier exemple avec la petite douve du foie. Alors c'est un exemple assez connu. Alors la petite douve du foie, c'est un ver qui se développe dans le foie du mouton ou des bovins. Ça peut poser de sérieux problèmes en milieu aux agriculteurs, en élevage. Les œufs sont rejetés avec les excréments et vont parasiter un petit escargot terrestre. Le parasite se développe dans l'escargot. Nouvelle phase infestante qui va parasiter une fourmi. Et ensuite, il faut passer de la fourmi aux ruminants. Alors, les ruminants broutent de l'herbe. Par hasard, ils peuvent brouter des fourmis, mais bon, ils ne vont pas spécialement se nourrir de fourmis. Alors, pour arranger ça, eh bien, la phase larvaire, quand elle va se développer dans la fourmi, eh bien, elle va se localiser dans un ganglion nerveux qui contrôle les mandibules. Et en se localisant ainsi, elle va provoquer une contraction des mandibules. Et donc la fourmi se retrouve accrochée par ses mandibules en haut des brins d'herbe. Ce qui va favoriser son ingestion par le bétail. Et ce qui est encore plus fort, c'est que si à la nuit, la fourmi s'est pas faite manger,
eh bien, le parasite va relâcher son action, les mandibules se décontractent et la fourmi revit sa vie tant qu'elle ne s'est pas fait manger ou tant qu'elle ne meurt pas d'une autre cause. La journée suivante, rebelote, contraction des mandibules en haut d'un brin d'herbe. Si ça ne marche pas, on recommence. Donc vous voyez que les parasites sont extrêmement bien armés pour parasiter leurs hôtes. Alors intéressons-nous un petit peu maintenant aux hôtes. Qu'est-ce qui fait qu'une espèce peut être particulièrement sensible aux parasites? Alors déjà, plus l'espèce est grande, plus elle peut être parasitée par tout un tas de parasites. C'est sûr qu'un organisme unicellulaire, il peut être parasité par des bactéries, par des virus, mais il ne pourra pas être parasité par des animaux. Donc il y a la taille. Plus on est gros, plus on a de chances d'attirer un maximum de parasites. Ensuite, une grande distribution géographique. Effectivement, si l'espèce a une large répartition, elle est susceptible d'entrer en contact avec une grande diversité de parasites. La fréquentation de milieux variés. Parce qu'évidemment, on en a vu pas mal d'exemples, des phases larvaires qu'on va trouver beaucoup en milieu aquatique, d'autres qu'on va trouver plutôt en milieu forestier. En milieu tropical humide, après, c'est des vecteurs de parasites comme des insectes piqueurs qui peuvent véhiculer tout un tas de parasites. Donc ça va augmenter également la sensibilité aux parasites. La place dans la chaîne alimentaire, puisqu'on a vu que pas mal de parasites utilisent justement la chaîne alimentaire pour passer d'un hôte à un autre. En plus, si vous avez un régime alimentaire varié, vous augmentez les chances de rencontrer tout un tas de parasites. Avec tout ça, quelle est l'espèce la plus parasitée ? L'être humain. Et oui. On est tout en haut, tout en haut. Alors, il peut y avoir un biais. Parce que, évidemment, c'est l'homme qui est l'espèce la plus étudiée. Donc on pourrait se dire, bon, c'est normal qu'on ait beaucoup de parasites parce que on se préoccupe de notre santé et donc on connaît beaucoup de parasites par rapport aux autres espèces. Alors, ça peut être un biais, mais c'est pas tout à fait le cas. Ça peut jouer, mais on a beaucoup de parasites. Alors si on reprend effectivement les critères que je vous ai listés rapidement, on se rend compte que dans notre histoire, on a acquis beaucoup de parasites très récemment dans notre histoire. Quand on fait de la paléoanthropologie, on trouve potentiellement des traces de parasites dans les archives fossiles ou dans notre histoire moléculaire. Et on se rend compte qu'on a des acquisitions très récentes de parasites. On est exposé à beaucoup de vecteurs piqueurs. Alors, moustiques tigres, les glossines, mouches tsetse, les punaises, les puces, les poux, etc. On aime beaucoup les milieux aquatiques et les points d'eau. Beaucoup de nos villes sont bâties autour des points d'eau ou sur les côtes. C'est là où on trouve beaucoup de parasites, parce que les parasites passent souvent par des phases larvaires aquatiques. On a un tempérament explorateur. Il n'y a pas un milieu qu'on n'ait pas exploré. Donc on est allé un petit peu partout. Du point de vue pratique alimentaire, je crois qu'on mange vraiment de tout. Quand on passe en revue
toutes les pratiques culinaires sur la Terre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces dont on ne se nourrit pas. Même des trucs extrêmement toxiques. Si ce n'est pas bien préparé par le bon cuisinier, vous y restez. On a des populations à très forte concentration. Donc ça, pour favoriser le passage d'un individu à un autre, évidemment, ce sont des facteurs extrêmement facilitants pour des parasites. Il y a une expression qu'on trouve chez les parasitologues et les écologues de la santé, c'est kill the winner. La politique d'un parasite, c'est kill the winner, c'est-à-dire parasiter l'espèce qui a un grand nombre d'individus. Parce que là, c'est jackpot pour le parasite, puisqu'évidemment, il va pouvoir se multiplier à très très grande échelle. Et ça, c'est ça que sélectionne la sélection naturelle. C'est des capacités de reproduction. Des populations à forte concentration, et quand en plus ces populations se déplacent sur toute la planète, on voit que c'est très très efficace dans la dissémination des récentes pandémies. Voici une citation par un homme politique qui, là encore, aurait mieux fait de se taire. Alors, une discipline qui, malheureusement, est très souvent totalement inconnue de nos décideurs politiques, mais ça fait quand même une bonne trentaine d'années que l'écologie de la santé se développe. Alors, c'est des disciplines assez transversales. C'est des collaborations entre des médecins, des épidémiologistes et des écologues de terrain pour essayer de voir un petit peu comment les pandémies surviennent et quels sont les facteurs qui facilitent ces pandémies. Alors, quelques exemples. En 2014 est sorti un article, alors c'est une méta-analyse. Une méta-analyse, en fait, c'est un article qui va faire une revue de tout ce qui a été publié sur un domaine. Donc là, cet article a passé en revue 350 publications scientifiques. 350 publications scientifiques qui étudiaient le lien entre des maladies infectieuses et des changements d'usage des sols, évidemment liés aux activités humaines. Et ils ont montré, de cette étude, de cette compulsation de 350 articles différents, 90% des études montrent que le changement d'usage des sols a un impact très favorisant, bien sûr, sur la transmission des pathogènes zoonotiques. Les pathogènes zoonotiques, c'est les pathogènes qui, au départ, sont dans la faune et qui sont ensuite transmis à l'homme. Alors, les écologues de la santé font des recherches sur les conditions d'émergence des pandémies. Et en 2020 est sortie une étude, mais c'est une étude en fait qui a été terminée en 2019. En fait, le processus de publication d'une étude, c'est qu'une fois que les scientifiques ont terminé leurs travaux, ils rédigent une publication scientifique et puis ils l'envoient à des revues scientifiques. Et les revues scientifiques vont demander à d'autres scientifiques d'évaluer cette publication, de la tripatouiller dans tous les sens, pour voir si elle est digne d'être publiée ou pas. Donc cette étude a été bouclée en 2019, mais elle est sortie seulement qu'en 2020, ce qui est tout à fait classique pour des publications. Et cette étude, elle cherchait à prévoir des endroits où il fallait faire attention à l'émergence de maladies infectieuses. Alors pour ça, il prenait tout un tas de données,
Hein. Ils croisaient tout un tas de facteurs, des taux de déforestation, des densités de population, des climatologies, la proximité d'élevage intensif, etc. Plein de facteurs différents qu'ils ont croisés dans tous les sens, pour essayer de voir où est-ce qu'il y a plus de chances d'émergence de maladies infectieuses. Je vous laisse deviner où est-ce qu'ils ont trouvé. 2 sites, Ouganda et Wuhan. Donc ça, c'était avant le Covid. Donc, voilà. Nos scientifiques, il suffit juste de faire un petit peu de bibliographie ou d'écouter un petit peu ce que disent les écologues de la santé qui, depuis 30 ans, avertissent régulièrement qu'il y a quelque chose à faire. Un petit exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du virus Nipah. Moi, personnellement, avant de tomber sur ces études-là, j'en avais jamais entendu parler. Les Asiatiques, eux, en avaient entendu parler. Alors, c'est pour vous montrer, avec un cas un peu plus concret, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'écologie de la santé, un cas un peu plus concret, pour montrer le lien, justement, entre chute de la biodiversité et émergence de pathogènes. Alors, c'est un virus, c'est une mini-pandémie qui s'est déclarée à la fin des années 90 en Malaisie, dans une province qui s'appelle Kampung Sungai Nipah, et donc on l'a baptisé le virus Nipah. Alors, c'est dans des fermes industrielles de cochons qui étaient élevés en plein air sous des arbres fruitiers. À un moment est apparue une pathologie qui était complètement inconnue et qui s'est mise à complètement décimer les élevages de cochons. Et puis, à un moment, il y a des ouvriers qui ont été atteints, dont beaucoup sont morts d'une encéphalite foudroyante, donc d'une inflammation du cerveau, en quelques jours. Et puis ensuite, ça s'est transmis à des employés des abattoirs de Singapour. Et il y a eu des cas aussi qui ont été détectés en Inde. Alors, évidemment, les scientifiques se sont penchés là-dessus. Le coupable a été identifié relativement rapidement. C'est un virus, donc un paramyxovirus. Et comme d'habitude, on est confronté à un virus, on cherche ce qu'on appelle le réservoir, c'est-à-dire d'où est-ce qu'il sort ce virus, parce qu'un virus, ça n'apparaît pas comme ça. Ça n'apparaît pas non plus dans les laboratoires. Ça, c'est de la mauvaise science-fiction. Ça pourrait, mais il faut chercher des causes plus réalistes. Je ne dis pas que ça n'existera jamais, mais voilà, il y a des causes qui sont sous nos yeux. Inutile d'aller chercher des complots dans des labos militaires ou je ne sais quoi. Donc le réservoir, c'est des grandes souris, des grandes chauves-souris. Ptéropus, c'est les grandes roussettes. Et ce sont des chauves-souris frugivores. Alors, quel est le scénario ? Le scénario, c'est que, en Malaisie, on a déforesté à tout va pour planter des grandes plantations de palmiers. Et donc, les chauves-souris se sont retrouvées chassées de leur milieu naturel. Elles se sont rabattues sur quoi ? Sur des plantations de fruits exotiques qui, pour question de rendement, étaient couplées à des élevages de cochons, ce qui est, ma foi, tout à fait logique. Et donc, les chauves-souris se sont rabattues sur les fermes agricoles. Elles ont mangé ainsi les fruits au-dessus des cochons. Évidemment, les fruits mordus par les chauves-souris tombent en dessous, sont consommés par les cochons. Les excréments des chauves-souris tombent en dessous, au milieu des cochons. Bon, pendant un temps, il ne se passe rien. Et puis à un moment, vous vous souvenez, ces histoires de filtres, la rencontre, ça y est, on y est. Et puis à un moment, il y a un variant. Le filtre de compatibilité est ouvert
et le virus infecte un cochon. On se retrouve avec une grande population, avec une densité et une proximité élevée, et donc un ravage dans l'élevage. Et puis après, contamination des ouvriers. Alors heureusement, la crise a été rapidement stoppée. Il n'y a eu que 105 décès sur 265 infections. Et les cochons, par contre, ils ont été 1 million de cochons qui ont été abattus. Alors maintenant, en Malaisie, vous avez ces genres de petits dépliants pour prévenir, attention, le virus, voilà comment ça fonctionne, c'est les chauves-souris, ça passe au cochon, et puis après, ça passe à l'homme, et puis après, évidemment, ça peut être transmis rapidement entre individus de la même espèce. Alors cet exemple est parfaitement bien emblématique de ce que montrent les scientifiques qui font de l'écologie de la santé, car ça résume très bien les mécanismes et les facteurs impliqués. C'est-à-dire, à la base, une perturbation des équilibres des écosystèmes. Ça peut être de la déforestation, souvent c'est de la déforestation dans ces milieux-là, mais ça peut être autre chose. Tout changement de pratique au niveau des sols. Perturbation des équilibres naturels, des équilibres des écosystèmes. Ensuite, deuxième point, des animaux domestiques qui vont servir de pont avec les humains, de pont et d'amplificateurs, parce que ça aurait été un élevage familial. Les cochons seraient morts et puis voilà. Mais là, c'est un élevage intensif, industriel, donc amplification, passage à l'homme, et ensuite, évidemment, intégration du pays dans un marché global, et, comble de l'ironie, en Malaisie, ces musulmans, ils ne mangent pas de cochons. Donc le pays, même pas consommateur de cochons, c'était les cochons qui étaient envoyés en Chine ou en Inde, d'où les cas qu'on a retrouvés aux abattoirs de Singapour, et après, en Inde, on ne sait pas trop comment ça a été transmis, mais bon, il y a eu quelques cas en Inde. Et ça, il y a plein d'études qui le montrent. En Amérique du Sud, on a montré que la déforestation avait eu un impact sur la maladie de Chagas. La maladie de Chagas, c'est une maladie neurologique qui est due à un parasite, qui est transmis par une punaise. Et au départ, c'est des rongeurs qui portent les parasites qui sont piqués par les punaises, puis ensuite c'est transmis à l'homme. Et pourquoi les déforestations vont favoriser les rongeurs ? Parce que quand vous déforestez, vous supprimez les prédateurs, les rongeurs pullulent. Vous vous souvenez, kill the winner, les parasites, ils profitent de quoi ? Des populations qui sont en expansion, des rongeurs, et après, c'est susceptible de repasser chez l'homme. Sur Ebola, ils ont fait aussi des études. Ils ont montré que sur les 40 foyers d'infection d'Ebola, dans les 2 ans avant, il y avait eu un épisode de déforestation. Alors, pour le moment, c'est une corrélation. Mais bon, quand on regarde toutes les autres études qui sortent, qui montrent le même genre de choses, je crois que les choses sont relativement claires sur l'émergence de toutes ces pathologies. Donc, conclusion, les pandémies qu'on a eues, c'est pas les premières et ce sera pas les dernières. Sans vouloir être pessimiste. Mais bon, voilà, il faut prendre conscience qu'il faut vraiment changer de modèle. Je vous remercie de votre attention.